Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui je reçois une star des réseaux sociaux. Mon invité du jour cumule plus de 750 000 followers sur Instagram et 5 millions sur TikTok. 5 millions, j'ai du mal à le dire. Vous vous rendez compte ? On la surnomme la Cupidon des cœurs parce qu'elle donne des conseils pour la confiance en soi, j'ai même envie de dire l'estime de soi et l'amour, mais pas que. Elle utilise aussi sa notoriété pour faire passer des messages importants. Et vous savez comme j'aime quand les choses ont du sens. Des messages importants contre le harcèlement scolaire ou en chanson contre les violences faites aux femmes. Nous sommes au cœur du sujet. Alors, je vais me dire mieux, c'est les violences conjugales, parce qu'il y a aussi les hommes qui en souffrent des fois. C'est vrai, on la connaît créatrice de contenu, autrice. Elle a édité un livre, Garde le sourire avec Ophénia, co-animatrice sur Eurovision Junior. Je veux en savoir plus aujourd'hui sur l'artiste, sur la femme qui se cache en elle. Car je sais qu'elle chante, joue du piano et a des rêves de cinéma. Ophénia est à mes côtés aujourd'hui. Bienvenue, je suis ravie de te recevoir. Bonjour Ophénia. Enchantée. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en 2024 ? Waouh. Alors moi, je vis au jour le jour. Vraiment, je suis... je pense au présent. Je me dis que je veux réaliser mes rêves. Et en fait, il n'y a pas forcément qu'un objectif à atteindre. Je me dis, si j'aime ça, je le fais. Si j'aime ça, je le fais. Et quand une personne me dit, non, ça c'est impossible, bah, ça me donne encore plus envie de le faire. Ah là, ça j'adore. Tu connais cette phrase, elle l'a fait parce qu'elle ne savait pas que c'était impossible. J'aime beaucoup. J'ai l'impression que tu es très spontanée. Oui. Que tu es dans la spontanéité. Les meet-ups, ces rendez-vous, c'est que de la spontanéité. Oui, vraiment. C'est fou. Tu lances un meet-up et tu réunis combien de personnes ? Des milliers. Des milliers. Ouais. Et combien de temps tu le lances, par exemple, le meet-up, tu as une idée et tu donnes rendez-vous combien de temps après ? Alors, ça dépend. Par exemple, là, le dernier meet-up, c'était pas vraiment un meet-up, en fait. Ils étaient énormément à être venus, mais j'avais juste annoncé que j'allais être dans une boulangerie afin de faire un atelier pâtisserie. Et j'avais dit, voilà, s'il y a des abonnés qui veulent venir, les 5 premiers abonnés qui arriveront, ils vont faire la petite pâtisserie avec moi. Mais en fait, quand je suis arrivée, il y en avait même à 23h30, le soir même, qui dormaient devant la boutique. Et je me suis dit, c'est pas possible, alors que c'est pas un meet-up. J'ai pas annoncé ça comme un meet-up. Et généralement, après, pour les gros meet-up, j'annonce ça à peu près une semaine avant, quelque chose comme ça. Incroyable. Alors, je veux tout savoir, je veux tout connaître. Raconte-moi d'où tu viens. Où es-tu née et quand ? Alors, je suis née à Lyon. Je suis une Lyonnaise. Ah, c'est pour ça, tu n'es pas une Parisienne. Exactement. Oui, je suis née à Lyon. Ok, c'est là où tu as grandi. Exactement. J'ai grandi en campagne plutôt. Ok. Voilà, avec les vaches et tout. Ah, j'adore les vaches. Mais j'aimais beaucoup parce que, en fait, ça me permettait d'avoir ma créativité aussi. C'est-à-dire que j'allais me promener dans les champs. Déjà enfant. Ouais, vraiment. Déjà enfant, tu parles de créativité. Tu rêvais de quoi à ce moment-là ? Quand j'étais toute petite, je rêvais d'être dans les étoiles. Mais vraiment, au sens propre, je voulais prendre ma fusée, aller explorer le monde. Après, j'ai appris que j'avais le vertige, alors forcément, ma mère elle m'a dit, tu vas rester sur Terre et tu vas être une étoile sur Terre. Et j'ai dit, d'accord. Et que faisaient tes parents ? Alors, ma maman, elle travaille dans les cabines d'avocats, Claire d'Avocats. Ok. Et mon papa, il est artisan, mais aussi musicien. Ah, il y a une fibre Voilà. artistique. Et tu Oui. as des frères et sœurs ? Oui, c'est ça, exactement. Et quel genre d'enfance alors tu as eu ? J'ai eu une enfance... Alors, c'est un peu compliqué à expliquer. Je dirais que j'ai eu une enfance très bien, mais très compliquée. On va dire, du côté de ma famille, c'était... En fait, ils étaient vraiment à l'écoute. C'est-à-dire que ma maman, elle m'écoutait, mon papa m'écoutait, ils ont toujours été là pour moi. Mais à l'école, ça se passait pas très bien. C'est-à-dire qu'il y a une partie de mon enfance que j'ai détestée. En fait, il y a même une partie où j'ai grandi, où quand on me reparlait de mon enfance, j'avais vraiment pas envie d'en parler. J'étais en mode... Non, je veux oublier cette période de ma vie, ne m'en parlez pas, ça me stresse en fait. Dès que tu es rentrée à l'école, ça s'est passé comme ça ?
En primaire, ça a commencé en primaire, ouais, très très jeune. Et je subissais le harcèlement scolaire, du coup. J'avais plutôt des bonnes notes. J'étais une très bonne élève. Donc, l'intello un peu de la classe, qu'on mettait un peu de côté. Puis, je me suis dit, en fait, il faut que mes notes, elles baissent pour être dans la masse, comme tout le monde. Ça me faisait du bien. Ça faisait pas du bien à ma mère, qui voyait mes notes baisser et qui ne comprenait pas du tout. Et en fait, après, j'ai changé d'école. Ça allait plus loin. J'ai fini à l'hôpital plusieurs fois parce qu'on m'avait cassé des jambes et tout. C'était compliqué. On t'avait cassé des jambes? C'est ça. On t'avait frappé? Pas des jambes, mais on m'a cassé la cheville, ouais, plusieurs fois. Ce qui est intéressant, toi qui connais ce podcast et qui l'écoutes régulièrement, c'est que de grandes célébrités ou de grands animateurs qu'on a reçus ici, ou des chanteurs, des danseurs, ont tous en commun, comme toi, cette singularité qui est cette sorte de différence. Toi, tu parles de haut potentiel, apparemment tu avais des bonnes notes, et vous avez tous subi cet harcèlement scolaire qui a duré combien d'années chez toi? Waouh, franchement, ça a commencé vraiment très très jeune, dès la primaire, je dirais. C'était au CP. Ça a vraiment commencé au CP, au moment où on essayait d'apprendre à lire, écrire. Il y avait déjà des gens qui se moquaient. Et après, ça s'est allé jusqu'au début 6e. Et après, ça allait mieux parce que je me suis assumée. Et j'ai décidé en fait de dire stop. En fait, celui qui m'aime pas, je m'en fous. Quel et a je fais été ce le que je veux. déclic? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a influencé, une rencontre? Comment tu as justement éveillé ce courage? C'est une bonne question en vrai. Je me suis toujours posé la question, même à moi-même, mais Peut-être le changement d'école? c'était pas changement d'école. C'était. Non, je dirais que c'était la musique. C'était la musique. En fait, la musique, ça m'a sauvée quelque part. Parce Tu as que trouvé un ouais. talent? Ouais, en fait, comme mon Tu papa était chantais? musicien, ouais, ça, je composais. Donc, au piano, je chante aussi. Mon papa, il a toujours fait de la guitare électrique, de la batterie, du piano. Et en fait, j'étais baignée dans ça. Et mon papa me disait, quand tu n'arrives pas à dire quelque chose, Chante-le. chante-le. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai commencé à chanter. Comme ça, mon papa, il m'a toujours poussée en avant, comme ma maman. Et il était là, il me disait, vas-y, tu vas y arriver, tu peux atteindre cette note. Et en fait, ça me motivait et j'avais l'impression fait, d'avoir plus besoin de personne à part de ma famille. Une Donc, famille aimante, Exactement. solide et aimante. C'est ça. Et un papa bienveillant. Bien sûr. Toujours. Et les frères et sœurs étaient comment? Très, très bien. Franchement, très, très bien. Ma petite sœur, j'étais un peu plus proche d'elle parce qu'on n'a qu'un an, un an et demi d'écart. Donc, c'est très proche. On a toujours fait tout ensemble. Hein. On a tout vécu. Aujourd'hui, l'harcèlement scolaire est vraiment un combat pour toi. Oui. Tu en parles énormément. À qui ça s'adresse cet harcèlement d'après toi? Est-ce qu'en général, parce que l'enfant est différent? Est-ce que c'est un coup de malchance? C'est quoi d'après toi? Je pense que c'est en fonction du contexte. En vrai, ça dépend de l'environnement, ça dépend de plein de choses. Il y a des enfants qui vont se retrouver harcelés et qui vont penser que c'est de leur faute, alors qu'on les met dans une autre école, il n'y a pas de ça. Donc je pense vraiment que c'est la situation, le contexte et aussi peut-être l'éducation de certains enfants. Alors je ne parle pas forcément des parents, parce qu'il y a des parents qui donnent tout ce qu'ils ont pour pouvoir éduquer leurs enfants. Tu en avais parlé, toi, à tes parents? Alors moi, j'en avais parlé à mes parents à la fin, pas au début. Pas au début. Parce que j'avais peur de les embêter, j'avais peur qu'ils ne me croient pas non plus. Surtout, je pensais que c'était ma faute. Donc je voyais pas l'intérêt, mais c'est moi qui dois changer quelque chose chez moi pour que ça plaise aux gens. Ce qui est totalement différent. C'est tellement compliqué d'entendre ça. Toutes les victimes, en général, pensent toujours que c'est de leur faute. C'est vrai. Et le chant t'a sauvé et a éveillé plus de confiance. Et on a cessé de t'embêter, du coup? Alors non, hein, le harcèlement, c'est ambiant. Hein, même sur les réseaux sociaux, c'est cyberharcèlement. C'est comme ça. De toute façon, à partir du moment où on s'exprime... Mais tu commençais déjà les Internet? Non, pas du tout. Je fais un rapport avec aujourd'hui, mais à partir du moment où on commence à s'exprimer, à s'assumer, on aura forcément des gens qui nous aiment pas. Et j'ai appris une chose, c'est qu'en fait, je suis pas là pour être aimée, je suis là pour faire ce que j'aime, ce qui est totalement différent. Voilà. Aujourd'hui, à 24 ans, tu as cette intelligence de le comprendre. Et d'ailleurs, quand tu fais tes meet-up, tu te mets vraiment en danger. Parce que tu t'ouvres et tu invites ces personnes sans savoir qui sera là. Donc en fait, on te sent toujours sur cette ligne, sur ce danger. Mais revenons à la 6e. Donc là, tu chantes. Mais tu chantes chez toi ou tu t'imagines dans une carrière? Je crois que tu as même commencé le piano, c'est ça? Alors, le piano, c'est depuis que je suis toute petite. Uh-huh. Voilà. Donc, j'ai toujours composé au piano. J'ai essayé de prendre des cours de solfège. Ça n'a pas marché. Je ne suis pas bonne pour le solfège, donc je fais tout à l'oreille. Et puis, ça marche bien. Voilà, je vis à travers la musique, j'exprime mes émotions à travers la musique. Quand je vais pas bien,
Il suffit de m'entendre jouer au piano pour comprendre si ça va ou si ça va pas. Et donc en 6e, là, tu commences une scolarité plus épanouie avec des camarades. Et là, l'harcèlement, j'ai vraiment du mal à le dire, le harcèlement se termine définitivement? Le harcèlement se termine pas définitivement. Il y a toujours des gens qui embêtent, mais je me faisais pas casser une cheville. Puis surtout, je prenais des distances. Une personne qui m'embête, je disais écoute, tu m'aimes pas, fais ta vie, je fais la mienne. Mais viens pas m'embêter. Tu as réussi à t'en défendre. Ouais, vraiment. Grâce à la chanson. Ouais. Alors finalement, est-ce que tu rêvais déjà d'être chanteuse à ce moment-là, d'en faire ta carrière? Alors, quand j'étais petite, oui. Oui, vraiment. Je sais que des fois, je mettais la buée sur les fenêtres et je faisais une petite étoile que je dessinais. Et je disais à ma maman, tu verras, plus tard, je serai une star. Incroyable. Toute petite déjà. Mais ma mère... Tu l'écrivais et tu le disais. Voilà, c'est ça. Mais bon, j'avais pas en tête d'en faire une carrière parce que je sais que c'est très compliqué. Puis j'ai aussi les pieds sur terre. Maman qui me rappelle que bon, bah voilà, la vie, c'est pas forcément toujours tout beau, tout rose. Et il faut quand même faire des études. Voilà quoi. J'étais quand même très encadrée. Et alors, à quel moment les réseaux sociaux apparaissent dans ta vie? À quel âge? Alors, je sais plus exactement quel âge j'avais, mais je sais qu'ils apparaissent au 2e confinement. Et c'était très compliqué pour moi. Parce qu'à la base, j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux. Je pensais même que ceux qui l'étaient, ils avaient rien à faire dans leur vie. Ok. Donc là, tu es toujours à Lyon, étudiante. Exactement. Tu étais quoi, en première, un truc comme ça? Je sais plus exactement, mais je faisais de la psychologie. Mais en tout cas, quand j'ai... Donc tu avais déjà passé ton bac? Oui, déjà. Ah, effectivement. Ok. Et à ce moment-là, en fait... Donc tu te dis, je passe le bac, je veux devenir psychologue. C'est ça. Et en fait, à ce moment-là... c'est difficile la psychologie. Ça veut dire toujours, que tu t'es tapé des maths. Étudiante. Ah là, oui. Travailleuse. Toujours. Perfectionniste aussi. Très perfectionniste. C'est ce que je ressens. Perfectionniste et travailleuse. Et puis quand en fait il y a eu le 2e confinement, on s'est retrouvés confinés et c'était horrible. C'était horrible pour moi parce que je suis une fille qui déteste rester enfermée. J'aime aller voyager, me détendre, marcher. Et là, je me suis retrouvée comme ça, confinée, sans pouvoir sortir. Et du coup, j'ai découvert les réseaux sociaux. Mais j'ai surtout découvert que je devais me remettre en question. Ah ouais? Parce que je ne m'étais pas du tout remise en question. Non, mais vraiment. Mais j'ai même découvert des choses en moi parce que je ne pensais pas que les réseaux, ça pouvait être aussi divertissant. Et je l'ai appris là. Et tu commences sur lequel? Alors, Facebook, Instagram? J'ai commencé TikTok et Insta en même temps. En même temps? Ouais, exactement. Et puis, tout d'un coup, je décide de m'exprimer, de dire un peu ce que je pense, de faire des petites danses. Et puis, un jour, ça explose. Incroyable. Et je comprends pas. Donc tu parles, donc en fait c'est peut-être tes études de psychologie qui t'ont inspiré, un peu de philosophie, c'est ça? J'aimais beaucoup la philosophie, ouais. D'ailleurs, j'étais toujours en contact avec mon prof de philosophie. On allait boire des cafés parce que... Pendant le confinement? Ah non, pas pendant le confinement. Tu me rassures. Non, pendant que j'étais dans mes études, j'étais toujours en contact avec mon prof de philosophie du bac et j'aimais beaucoup. C'est d'ailleurs lui qui m'avait inscrit dans cette... C'est lui qui m'avait inscrit en psychologie, c'est pas moi. D'accord, incroyable. Donc voilà. Donc en fait, tu commences sur les réseaux en posant des questions fondamentales, type existentialisme, etc. Pas forcément, j'étais plus... je faisais un peu de la danse, on montrait un peu mes passions. J'étais pas là pour être connue, hein. J'étais vraiment là pour... partager. C'est faire ce que j'aimais, je me prenais pas la tête. C'est marrant, quand on voit tes vidéos de danse, on sent que tu es ultra énergétique. J'aime trop. T'adores ça et tu bouges super bien. C'est gentil. On te voit danser la salsa au Palais Royal, on te voit dans les jardins du Palais Royal danser. Donc, mais avec quelle intention tu te lances sur les réseaux sociaux? J'ai aucune intention, c'est-à-dire je me faisais... je m'ennuyais en fait. Je m'ennuyais totalement. Et puis je vois, à la base, TikTok, je pensais, à la base, c'était Musical.ly. Je me rappelle même de cette époque. Et je pensais que c'est une application de chant, étant donné qu'il y a une petite note de musique. Et du coup, je me suis mis dessus en pensant que c'est une application de chant. Et je me suis plantée. Parce que j'arrive, je vois des gens avec leur téléphone qui font des trucs bizarres, avec des danses. Je me dis, mais où est-ce que je suis tombée? Et en fait, j'y prends goût. Je me dis, c'est super drôle, la créativité qu'il y a sur cette plateforme. Et je me retrouve avec des gens créatifs. Je me dis, waouh, ils sont comme moi. Ils sont créatifs, ils sont pas gênés, ils font ce qu'ils ont envie. Ça m'a plu. Je me dis, mais en fait, c'est un autre monde. Et c'est ça que j'aime, c'est créer. D'ailleurs, j'ai toujours été très forte en art plastique et en musique. C'est mes matières préférées. Tu es une artiste pluridisciplinaire, définitivement, parce que tu chantes, tu danses, Alors, il y a un moment où ça explose. Ouais.
À quel moment? Il y a eu plusieurs explosions, mais La première. la première, je dirais que c'est au moment où j'avais parlé de ma manière de voir les hommes. Hein? C'était les hommes qui pleuraient. En fait, j'avais entendu une fille expliquer que les hommes qui pleuraient, c'était ridicule, ils faisaient pitié, et personne ne réagissait. Ça faisait réagir absolument personne. Du coup, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais attendez, c'est super grave ce qu'on est en train d'écouter là. Et j'ai dit, mais en fait, un homme a le droit de pleurer. Un homme, c'est un humain. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire Bien qu'un sûr. homme, s'il pleure. Donc, c'est à partir de ce moment-là que ça a déjà explosé. Hmm. Après, il y a eu une autre explosion. À la base, je parlais pas. À la base, j'étais assis comme ça et j'écrivais des petits conseils. Comment ne pas avoir une relation toxique. Petits conseils, c'est vraiment comme si j'étais leur C'est drôle amie. que tu aies choisi le thème de l'amour. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on t'appelle la Cupidon des cœurs. C'est Ça ça. vient de là. Exactement. Mais parce que tu as été une grande amoureuse, tu as eu des belles histoires d'amour. J'ai toujours été passionnée par l'amour. Pour moi, l'amour, c'est le socle de toutes les émotions. Je trouve que ça anime et c'est super important. En fait, C'est l'énergie la plus forte. ouais, ça, il y a tellement. L'amour, c'est tellement. Il y a tellement de types d'amour différents que. Tu parles de l'amour entre hommes et femmes. Ouais, Mhm. entre hommes et femmes, entre femmes et femmes, entre hommes et hommes, entre tout le monde, en fait. À Et, quel âge tu as connu le grand amour? Tu l'as déjà connu? le grand amour, oui. Oui, oui, j'ai connu mon premier amour, qui était un homme exceptionnel, franchement très respectueux. J'ai vécu, mais heureusement que je l'ai connu d'ailleurs. Heureusement que ça a été mon premier amour parce que je serais tombée sur quelqu'un qui m'avait trompée ou autre. Il Peut-être avait que ton j'aurais pas âge? vu. Il avait mon âge, ouais. On était dans la même école. Donc c'était super et c'était quelqu'un de très bien. Et aujourd'hui, je fais toujours autant de bonheur parce que franchement. Alors nos chemins se sont séparés parce qu'on n'avait plus les mêmes objectifs, mais toujours dans le respect. Et incroyable. Franchement, cet homme, il était parfait. Donc voilà. Donc l'amour, en fait, ça Ouais. t'anime, ça t'éveille, ça t'inspire. Ouais. Et c'est pour ça qu'on t'appelle la Cupidon. Donc tu nous disais qu'au début, tu avais une image statique avec des petites phrases sur l'amour. C'est ça. Et alors, quand est-ce que ça a explosé quand tu as parlé de ces hommes qui peuvent pleurer? Alors c'était au tout début. Après, en fait, c'était vraiment en même temps que je fais. En fait, c'était un petit peu en même temps que toutes les vidéos que je pouvais poster. Et puis ensuite, il y a eu le moment où j'ai commencé à parler. Et là, ça a explosé parce que les gens ne s'attendaient pas du tout à que j'ai C'est cette fou. voix-là. Ils pensaient que j'avais une voix toute aiguë, toute mimi. Je suis arrivée avec ma grosse voix comme ça. Ils n'ont pas compris. Ils ont dit, mais elle a cette voix-là. Alors du coup, bah là, les gens... ah, mais on dirait elle est malade, on dirait si. Alors là, Oh. j'ai fait... Moi, je lui dis, mais je m'en moque, on me l'a déjà dit 20 fois. J'en rigole aujourd'hui. Et en fait, au final, j'aime ma voix. Ma voix, c'est mon identité. Donc, Et voilà, à quel j'aime. moment tu as choisi de t'appeler Ophénia? Ah bah, c'est au tout début, quand j'ai commencé à faire mon compte, je me suis dit, bah, les gens m'appellent Ophé. Et moi, j'aime vraiment la culture du Japon. Vraiment, j'ai toujours aimé le Japon et la Corée aussi. Ok. Cet univers-là, les mangas, les animés. Et Nya, ça veut dire miaou en japonais. Ah, Donc Ophé, Nya. J'ai j'adore. mis les deux. Tu aimes les chats? Beaucoup. C'est vrai? J'ai eu énormément de chats. Le chat, pour moi, c'est très sacré. J'aime énormément les chats. Le chat est très, très sacré. Mm. Quelle place prend la spiritualité dans ta vie? Ou la connexion? Je sais pas. Est-ce que je te sens très inspirée? J'aime apprendre tous les jours. Je suis très, très inspirée. Je suis très à l'écoute. Je suis très ouverte d'esprit. Donc voilà. Comment est-ce qu'on fait pour se lancer dans les réseaux sociaux? D'après toi, aujourd'hui, il y a une véritable chasse à l'audimat, chasse oui. à l'audience. Tout le monde cherche à exister et on devient une star. Tout à l'heure, tu évoquais les meet-up que tu organises. Bah, c'est un peu comme une star. C'est gentil. Ce qui est intéressant, c'est que c'était pas du tout ton intention. Et ta première intention, c'était de noyer l'ennui. C'est ça, exactement. Et après, à la base, c'était deux choses. C'était noyer l'ennui. Donc, je postais des petites danses. Et puis aussi aider les autres. Parce que en donnant des conseils, je me suis dit, si je peux être utile, s'ils ont des... Voilà, un peu comme une copine qui peut conseiller. Je me suis donné un petit peu ce rôle. Je me suis dit, voilà, la copine qu'on a envie d'appeler quand il y a un problème ou à qui on a envie de demander conseil. Parce que tu parlais vrai, que tu étais authentique. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à une personne en 2024 qui souhaite se lancer dans les réseaux sociaux? Est-ce que c'est encore possible de vivre un carton comme toi? Bien sûr, tout est possible. Tout est possible. Je le dis à ma communauté, tout est possible. Par contre, il faut arrêter de taper sur les autres. En fait, aujourd'hui, ce qui est dommage et ce que je trouve dommage, avant, on avait, je trouve, des vrais créateurs de contenu. Aujourd'hui, comme tout est monétisé, c'est bien que ce soit monétisé. Mais comme tout est monétisé, en fait, les gens sont
pas là pour créer du contenu, mais là pour buzzer. Ce qui est totalement différent. Qu'est-ce qui buzz? Le drama, les pleurs, insulter les autres, créer une... Enfin, tout ça, c'est pas bon. Parce que, ok, vous allez gagner un audimat, effectivement, vous allez buzzer. Mais ensuite, comment on peut être fier de... Moi, je comprends pas. Et tu mets l'accent souvent sur tes coups de cœur que tu mets en avant sans demander à être payé. D'ailleurs, ça t'a joué des tours avec cette application qui t'a vraiment joué un mauvais tour. Totalement, ouais. Ta langue a fourché aussi parce que tu as dit mon application ou je sais plus mon non, projet. ça c'est une rumeur encore une fois. Ah, c'était une rumeur. Oui, ils sont allés très très loin. En fait, à partir du moment où j'ai annoncé que j'étais certifiée sur TikTok et que j'étais co-animatrice à l'Eurovision, on a vu, moi et ma communauté, une vague de haters arriver. Mais moi, j'ai pas compris. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? On était dans notre petite bulle, toute bien. Et là, je vois, ça crée des rumeurs, ça crée ci. Je me dis, oulala, qu'est-ce qui se passe? Directement avocat. Moi, je me suis pas pris la tête. Je dis, allez, avocat, hop, ça part. Je disais rien, juste ça, hop, j'envoie mon avocat, huissier, clac, clac. Ça se fait de leur côté. Moi, je suis intervenue tout de suite. Et effectivement, j'ai toujours mis les entrepreneurs français en avant. Parce qu'avec le Covid, je sais que c'est très compliqué. Et effectivement, ça m'a joué un tour parce que je n'ai pas été payée, je n'ai jamais été payée pour mettre en avant cette application-là. Et de sondage, parce que ce n'est pas une application de rencontre, je le reprécise, ça n'a jamais été une application de rencontre. Tout le monde a pensé que c'était une application de rencontre pour des jeunes, voire des enfants. Bien sûr. Et les gens ont hurlé à une sorte d'immoralité. C'est ça, alors que pas du tout, c'était une application de sondage, donc il n'y avait aucune communication possible dedans, pas de message, rien, c'est pas comme... pas comme Snapchat, Instagram où on peut communiquer sans envoyer des photos, ça n'a rien à voir. Par contre, effectivement, en fait, j'avais rien à gagner, moi. Ce qui m'intéresse chez toi, Ophénia, c'est que cette spontanéité, cette volonté de parler vrai et d'être naturel semble authentique. Et on a l'impression que tu restes extrêmement naturel. Sur tes réseaux, à aucun moment tu es sexy, tu es super naturel, on te voit en jogging, tu es authentique. Et tu arrives apparemment à échapper à ce monde violent, à ce monde qui devient de plus en plus violent. Et je pense qu'Internet en est la source. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que j'ai été... alors, je ne suis pas dans ce truc de fanatisme, mais j'aimais beaucoup certains influenceurs. Et quand je les ai rencontrés en vrai, j'étais déçue. Parce qu'en fait, je me suis désabonnée. Parce qu'en fait, ce n'était pas du tout l'image que je me faisais d'eux. Ce n'était pas du tout ce qu'ils prônaient, pas du tout. Et je me suis dit, waouh! Et c'est ça les réseaux sociaux, en fait. C'est incroyable. Et en fait, je me suis promis une chose, c'est que de rester toujours moi-même. Que j'ai 10 millions d'abonnés, même, la Charlie D'Amelio... 130 millions d'abonnés, peu importe, en fait, ça va pas me changer. Des abonnés, ce sont des abonnés, c'est un chiffre. Moi, je suis pas un chiffre, en fait, je suis une humaine. Et derrière chaque compte, il y a des humains. Et je pense que ça, il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Parce qu'on a 4 millions d'abonnés, ou 5 millions d'abonnés, ou 6 millions. Tout de suite, on est attaquable sur tout ce qu'on fait. Non, personne n'est parfait. Je suis pas parfaite. Je le redis, je l'ai redit. Tout le monde peut faire des erreurs. Et c'est comme ça. Et tu n'es pas influenceuse, tu es créateur de contenu. Quelle est la différence entre influenceuse et créateur de contenu? Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de différence, mais moi, je ne m'appelle même pas créatrice de contenu, je m'appelle créatrice de souvenirs. Ah. Exact, parce qu'en fait, je me suis dit, comme tout le monde nous met dans des catégories, autant que je crée la mienne. Et en fait, je me suis demandé qu'est-ce que j'aimais le plus. Est-ce que c'est vraiment créer du contenu? En fait, oui, mais pas vraiment. En fait, ce que j'aime le plus, c'est créer des souvenirs. C'est-à-dire aller à la rencontre de mes abonnés pour les remercier, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et ça, il y en a beaucoup qui oublient. Qui partent, c'est eux quoi. Et moi je veux pas devenir ça, je veux pas être ça. Voilà donc, pourquoi je crée cette proximité aussi. Tu ne fais pas attention à ton image, ou si? Alors si, l'image c'est important aussi, mais je suis pas dans un truc en mode, je sais pas comment expliquer. Je suis pas dans un cadre où je me dis ça faut absolument pas que je le dise, il faut que je le dise comme ça, il faut que je sois comme ça. Non, je dis comme j'ai envie, ça plaît, ça plaît pas. Ce n'est pas mon problème. Si ça t'atteint, si ça ne te plaît pas, si ce que je dis là te heurte, dans ces cas-là, c'est pas grave. Tu as d'autres contenus que tu peux regarder et tu swipes, tu skips, tout simplement. Tu sembles très humaniste dans tes vidéos. Il y a des images qui m'ont vraiment touchée, voire émue aux larmes. Tu n'hésites pas à enlacer les personnes. Qu'est-ce que tu essaies de réparer en faisant tout ça? Alors, je répare rien. En fait, je pense que... Un câlin, ça toujours... c'est dingue, mais c'est souvent eux qui me tendent les bras. Donc moi, je leur fais un câlin.
mais que ce soit parents, ados, tout le monde, en fait. C'est devenu comme ça. Mm. En fait, je pense que, je sais pas, c'est rassurant, je pense, un câlin. Mm. Et quelque part, c'est aussi un remerciement. Parce que tout ce qui les gens ne se rendent pas compte. Ils pensent qu'à travers un écran, en fait, tout l'amour qu'ils me donnent chaque jour, moi, ça me permet de me sentir bien aussi. Et c'est normal. Toute ma vie, j'ai vécu le harcèlement, le fait qu'on me juge. Et aujourd'hui, on me dit ah, t'es belle. Ah, bah, je suis pas maquillée. Alors, c'est bizarre ce que tu dis. Ah non, tu as besoin de maquiller pour être C'est belle. ça qui est chouette, c'est que Ah. tu es extrêmement naturelle. Et je crois que tu symbolises une sorte d'espoir et des valeurs un peu plus actuelles. Ton public est très, très jeune. Tu connais un peu la tranche d'âge de ton public? Alors oui. D'ailleurs, c'est très intéressant d'en parler parce que les gens ont aimé créer cette chose que ma communauté était des enfants. Eh bien, pas du tout. Ma communauté, ce n'est pas du tout des enfants. Donc, alors, les plus actifs, ce sont les plus jeunes, ce qui est normal, ceux qui Quel vont âge? commenter. Ça peut commencer très jeune sur TikTok. Je pense qu'il y en a, comme dans tout, hein, il va y avoir des 10 ans, des 11 ans. Des Voilà, enfants. quoi. Voilà, c'est ça, c'est des enfants. Au Meetup, j'en ai pas beaucoup. Hein. Au Meetup, c'est plus des parents qui me suivent et qui font suivre leurs enfants. Tu te rends compte de l'influence que tu peux avoir auprès des enfants et auprès des parents? Je dirais que si mon contenu, si j'aide à travers mon contenu, ça me rend heureuse. Après, je suis pas dans un but d'influencer des gens. Mon but, moi, c'est d'expliquer qu'à partir de rien, on peut réaliser ses rêves. Et je pense qu'en fait, mes abonnés, ils suivent pas un contenu, ils suivent une histoire. C'est-à-dire qu'à chaque étape de ma vie, j'appelle ça une étoile. J'ai toujours aimé les étoiles, j'ai toujours aimé regarder le ciel. Et c'est ce que je leur répète souvent. Vous êtes trop sur les écrans, vous pensez même pas à regarder ce qu'il y a autour de vous. Les gens, ils marchent dans la rue, ils sont sur leur téléphone. C'est un truc de ouf. Moi, ça me choque. On prend même plus le temps d'être avec les gens, de se parler. D'où le fait aussi que j'ai écrit un livre pour qu'ils déconnectent de l'écran. Parce que c'est trop. Les jeunes, ils lisent plus aujourd'hui. C'est Ophénia, on allait justement venir au sujet de ton livre. C'est dense. Ophénia, tu es dense parce que tu utilises les réseaux sociaux pour faire passer un message relativement contradictoire, parce que tu dis aux gens qui te suivent sur les écrans, ne soyez pas sur les écrans, mais en même temps, ça fonctionne parce que tu renverses la situation et tu transmets des valeurs extrêmement naturelles. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir cette incidence positive que tu peux avoir. Donc finalement, les écrans et les réseaux sociaux peuvent avoir une incidence positive. Comment es-tu arrivée à écrire ce livre? C'est fou. Eh bien, en fait, je voyais toujours les mêmes questions revenir. Par exemple, Ophénia, j'ai la phobie scolaire, je vois un psychologue, mais j'ai encore du mal. Est-ce que tu as des conseils? Bon, je me dis, bah, pourquoi pas? Si ça peut aider, pourquoi pas? Après, voilà, je leur répète toujours que moi, je ne les prends pas en charge. C'est pas mon métier. Je leur explique que moi, je suis là pour les rediriger correctement. C'est aussi mon rôle, mais je les prends pas en charge. Donc, si je peux être la copine, la bonne copine qui conseille, tant mieux également. Mais je pense qu'en fait, ça a été un petit... En fait, je pense que on me demande tellement de choses. Je me dis, mais pourquoi pas écrire un livre? Au moins, ils auront tout dans le livre, les conseils. Tu l'as écrit seul, ce livre? Alors, je l'ai écrit seule, mais j'ai eu l'aide aussi d'une très, très belle femme et très, très bonne femme qui a pu, du coup, m'aider pour l'écriture. Donc, on l'a fait vraiment ensemble. La relecture. Exactement, la relecture, la syntaxe, tout ça, c'est très important. Et c'est la maison d'édition qui est venue te chercher? Ou oui, c'est toi qui as on était sollicité? déjà en contact directement. D'accord. Donc, c'est la maison d'édition qui t'a proposé d'écrire un livre. Oui, c'est ça, c'était mutuel en fait. C'est-à-dire que cette audience, elle t'ouvre des portes et à la télévision et à l'écriture d'un livre. Ouais. Et on parlera de la chanson, de ce titre Erreur 404 que tu viens de sortir, et encore avec un sujet d'engagement. Ophénia, de combien de personnes est composée ton équipe? Franchement, je compte même plus. T'as un manager? Oui, c'est ça. Après, les équipes, en fait, il y en a beaucoup. Après, il y a des nouveaux aussi qui arrivent. Il y en a énormément. Attends, tu me fais peur. Vous êtes combien? Plus de 5? Non. Ah si, on est plus de 5. Ah oui, bon? si, on est plus de 5. Ok, ah, oui, donc oui. tu y a des es comme une vidéastes. entreprise. C'est ça, il va y avoir des vidéastes. Après, il y en a qui habitent dans le sud, il y en a qui habitent dans le nord. Du coup... Ça me paraît dingue. C'est toi qui as composé toute seule ton équipe? Non, j'étais pas toute seule à avoir composé mon équipe. Ça s'est fait petit à petit avec les rencontres. En fait, je pense qu'une équipe, c'est des rencontres. Vraiment, c'est le les feeling. rencontres, c'est le sujet de ce podcast. Les rencontres qui transforment des vies. C'est ça. Donc, en fait, il y a eu un moment où tu te dis, OK, je peux en faire mon métier. Exactement. Donc, ton premier job, c'est créateur de contenu. Exactement. Cette audience t'a donné l'opportunité de
te lancer dans l'écriture d'un livre, Ouais. et la télévision, animatrice. Tu as été coachée? Alors, oui, j'ai eu des entraînements en anglais, parce que du coup, c'était en anglais, et un coach incroyable. Franchement, très, très drôle, good vibes. Franchement, il va vraiment, vraiment aider. Et ouais, non, par contre, c'était une équipe, une petite famille. Laurie Tillman, Olivier Mine, ils étaient très naturels. Mais vraiment, je pensais pas à ce point-là. Laurie Tillman était franchement vraiment très naturelle. Ah bah c'est ce qu'elle incarne de Ah toute oui, manière. vraiment, hein. Elle se prend pas la tête, elle rigole, pas du Elle tout est hautaine, nature, naturelle. Vraiment, et c'est ça que j'ai aimé. avec des valeurs de sport, de beauté naturelle. Exactement. Et c'est pour ça que c'est directement bien entendu. Ça a vraiment formé un petit cocon. Et c'était top, parce que du coup, on avait tous confiance. Même avant de monter sur scène, je me rappelle, j'avais les larmes aux yeux parce que j'étais stressée. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu stresses? On est ensemble. Si tu te trompes, c'est pas grave. Nous, on rattrape, t'inquiète. Et en fait, ça m'a tellement rassurée. Ils m'ont rassurée. Ils étaient juste incroyables. En fait, on a l'impression que ta vie, c'est au fur et à mesure des rencontres, comme C'est si ça. tu réfléchis pas trop, en fait. Tu gardes cette spontanéité. Tu veux garder cette spontanéité. T'as pas un projet de carrière? Je vois là où le vent me mène. Je me dis, si une opportunité, elle s'offre à moi, je la prends si elle me correspond, bien évidemment, parce qu'il y a déjà des opportunités qui se sont offertes à moi, mais qui ne me correspondaient pas. C'est vachement intéressant parce qu'on est quand même dans un monde où il faut avoir de l'ambition, il faut avoir des projets, des objectifs, réussir. Mm. Et toi, tu te laisses porter, porter, jusqu'à cette nouvelle chanson que tu viens tout juste de sortir, Erreur 404. Donc tu nous dis, cette chanson est une ode contre les violences conjugales, une spirale infernale qui enferme beaucoup de femmes dans la torpeur du huis clos. La violence ne se résume pas aux violences physiques, les violences psychologiques sont les plus difficiles à repérer. Le combat est perpétuel. Une prise de parole est nécessaire qui, je l'espère, aidera d'autres personnes à sortir de cette prison de mots. Il n'est jamais trop tard pour dire stop. L'amour se reprogramme. Erreur 404. Alors moi, ce qui me sidère, c'est comment une jeune fille de ton âge a une telle maturité et peut parler du sujet. As-tu vécu toi-même ces violences conjugales? Alors oui, j'en ai vécu en fait. Donc, pendant un bon moment, j'avais beaucoup de mal à m'en sortir parce que j'étais amoureuse, mais surtout j'étais dépendante affective et je m'en rendais pas trop compte au début, jusqu'au jour où ils me disent qu'ils me quittent. Et là, j'ai eu l'impression en moi qu'on m'arrachait, mais vraiment au sens propre, hein, un cri de douleur. Vraiment, je me suis dit non, ça va pas. Là, ça va pas du tout. J'appelle une psychologue et je fais la démarche de m'enlever cette dépendance affective. Parce que je savais que j'étais dépendante affective. Surtout qu'en fait, je ne me sentais pas bien dans ma relation. Je me faisais pousser, insulter. Je me suis même fait mordre une fois. Donc, ça va pas. Ce qui est intéressant, c'est que tu viens d'une famille extrêmement solide et bienveillante, que tu as été sous emprise d'harcèlement scolaire à l'école, à te faire frapper, casser un os, que tu parles d'amour avec une inspiration infaillible parce que tu valorises que l'amour, c'est l'énergie la plus forte. L'amour entre un homme et une femme, l'amour tout court, je crois que l'amour même pour un chien, enfin l'amour inspirant. Mais tu es tombée dans l'emprise d'une maltraitance. C'est ça. Tu l'as connu à quel âge, ce garçon? C'était après mon premier amour et c'était très compliqué pour moi parce que je m'en rendais pas compte. En fait, comme j'avais connu l'amour parfait, bah, avec vraiment du respect, bah là, ça me semblait bizarre et je me disais, ah, c'est peut-être moi alors qui fais mal les choses. Du coup, je me battais en fait pour cette relation et j'aurais jamais dû me battre. Je pensais pouvoir le changer. Et en fait, non. Et comment ça s'est passé? C'est petit à petit, il a commencé à te rabaisser. Au début, c'était compliment sur compliment. Ensuite, c'était tu portes plus ça. Ça, tu portes plus. Cette jupe, tu portes plus. Je me suis dit, attends, tu m'as connue comme ça. D'où je porte pas cette jupe? Non, tu portes plus. Donc moi, je l'écoutais, je portais plus. Après, c'est tu sors plus. Ah non, bah, par contre, mes amis, quand même, non. Je me suis éloignée de certaines amies. Je n'aurais pas dû le faire. Mais je m'en suis rendu compte plus tard. Et ensuite, il y a des moments... en fait, c'est jalousie excessive. Il était très, très jaloux. Et il n'avait pas confiance en lui. Je pense que ça vient de là aussi. C'est pas quelqu'un de méchant. C'est quelqu'un qui avait des problèmes en lui et qui les répercutait sur moi, en fait. Et je l'ai compris plus tard. Et c'est lui qui t'a quitté? Alors, c'est lui qui m'a quittée. Après, il est revenu.
et c'est moi qui lui dis non. Un homme de ton âge? Oui, 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 c'est ça. Et c'est là que ça t'a inspiré, une sorte de résilience comme toujours. L'écriture, c'est toi qui as écrit ce texte? Oui, j'ai aussi été aidée avec Fabio. Alors cette chanson Erreur 404, c'est donc une chanson qui est une vraie résilience pour toi. Et tu en as même créé un label. C'est ça, exactement. Tu as écrit et composé cette chanson avec ton acolyte Fabio. Exactement. Et tu t'es dit, tiens, je vais créer un label. C'est ça. Mais raconte-moi, comment on crée un label? Alors là, c'est toutes les démarches, etc. Mais en fait, c'est super important. Et puis même par rapport à cette chanson-là, en fait, je dirais que ça a été très important pour moi de parler des violences conjugales, étant donné que je l'avais vécu. Et surtout pour toutes ces femmes, c'est un message d'espoir, en fait. Nous avons reçu récemment Clarisse Fontaine qui parle de ces violences conjugales, de ces violences faites aux femmes. Elle est actuellement au Théâtre des Mathurins avec une pièce de théâtre mise en scène par Joe Star. On a l'impression que les femmes se font entendre. Que se passe-t-il d'ailleurs dans ce monde d'après toi? Les femmes prennent la parole? Je pense que c'est important que les femmes, elles prennent la parole, mais pas que. Hein. Il y a aussi des hommes qui prennent la parole, parce que il y en a qui disent que c'est beaucoup plus rare, mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui subissent des violences conjugales. Hein. Donc c'est pour ça que cette chanson, elle est pour tout le monde, en fait. Mais voilà, je pense que c'est important de libérer la parole et surtout de pouvoir en parler, parce que c'est un sujet tabou. Et puis c'est une honte. C'est devenu une honte. On pense que c'est honteux de dire... Moi, en tout cas, j'avais honte quand je disais ouais, je me fais frapper. Ah bah, effectivement, les gens... Mais pourquoi tu restes avec? Ah, oui, c'est vrai, c'est facile. Demain, je le quitte. C'est pas du tout facile. C'est absolument pas facile. On est pris vraiment dans... On se sent emprisonné, en fait. Qu'est-ce qui t'a sauvé? De ça? De l'harcèlement, moi, ce qui me surprend chez toi, c'est que tu te rends compte quand même de l'audience que tu as sur les réseaux sociaux, que tu écris un livre, que tu es à la télévision, que maintenant tu sors un disque. C'est dingue. Donc tout paraît facile pour toi, mais la vraie Ophénia, la vraie de vraie, dans son quotidien, c'est si facile que ça? Bah, en fait, ça dépend de quoi on parle, mais je dirais que je sais faire la différence après entre vie professionnelle et vie privée. J'ai quand même ma vie privée, c'est-à-dire que je vais être avec mes amis, j'appelle mes parents. C'est comme ils sont pas à Paris, ils sont à Lyon. Du coup, oui, ça va en vrai. Après, c'est plus le harcèlement, le cyberharcèlement, tout ça. Ça peut être dur quand on n'a pas le mental. D'ailleurs, je conseille à personne de se lancer sur les réseaux s'il n'a pas le mental. Ça, c'est pas possible. À quel moment t'as quitté Lyon pour venir sur la capitale? Ah, c'était après le confinement. C'était après le confinement. Quand t'as décidé d'en faire ton job. Ouais, et d'en vivre. Exactement. Tu rêves de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je rêve de changer le monde. En fait, mon plus grand rêve serait que mes enfants ils puissent me dire un jour, quand j'en aurai, maman, elle a fait ça. Maman, elle a pu changer ça. Maman, elle a aidé telle personne. C'est ça, en fait. Moi, mon plus grand rêve, c'est ça. Je veux rien d'autre. Les causes qui te touchent le plus sont donc les violences conjugales, le harcèlement. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a énormément, mais après, on va dire c'est plus sur celle-là que je me base. Mais il y en a beaucoup d'autres, effectivement. Oui. Est-ce qu'on prend la grosse tête quand on a une telle audience? Oui, absolument. Alors, je vais le dire clairement. Bien sûr, il y en a qui prennent la grosse tête. Moi, c'est pas du tout mon cas. Ça m'intéresse pas. En fait, comme je dis, les chiffres sont des chiffres. On peut me marquer demain 20 millions. C'est 20 millions. Pourquoi je changerais pour 20 millions? À quel moment on se dit qu'avoir 10 millions d'abonnés, 20 millions d'abonnés, 5 millions d'abonnés, ça change quelqu'un? Si ça te change, c'est que tu ne te connais pas vraiment et que tu as peut-être toujours été cette personne. Moi, je sais qui je suis et j'ai besoin de prouver à personne. Et ça ne me changera pas, peu importe le chiffre. Est-ce que tu as déjà passé des castings? Ah oui, j'ai déjà passé des castings. Alors, quel genre de casting? Alors, j'ai fait plus de 8 ans de théâtre. J'aime énormément le théâtre. Et alors après, j'ai passé des petits castings. Hein. Il y avait des castings pour la chanson. Il y avait des castings aussi au théâtre pour être prêt pour les rôles principaux, etc. Mais voilà, pour l'instant, après, rien de spécial. Et quel est ton plus beau souvenir de casting? Je dirais, c'était quand j'avais fait un casting par rapport au théâtre et que c'était pour un rôle principal. C'était très compliqué à l'avoir et je l'ai eu. Et du coup, t'as décroché un premier rôle? C'est ça. Et j'étais pour quelle contente. pièce? C'était donc il y avait à l'école et après je prenais des cours de théâtre aussi hors école. Ce qui fait donc c'était là, dans des petites pièces comme ça. Est-ce que je me trompe? Mais ce qui est latent en toi, c'est la comédie. Ah oui, j'aime bien. Ah oui, j'aime bien. Effectivement, d'où le fait que je mélange des fois conseil et humour. Je trouve que c'est bien. Ça touche C'est pas mal. Bah ouais.
C'est un bien. Parce qu'on n'arrive pas très bien à savoir. Cette chanson, est-ce qu'elle va t'amener sur des scènes de concert? Est-ce que tu en Ah, je rêves? l'espère. Ah ouais, j'en rêve. Ah, Tu je en l'espère. rêves? Ouais, 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 vraiment. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah oui. Pourquoi pas? Si ça leur dit, pourquoi pas? Et quand tu dis que tu voudrais changer le monde, c'est ce que tu fais déjà en prenant la parole et en t'adressant à ton audimat. Tout à l'heure, je t'ai dit quelque chose de très important pour moi, c'est les mots et les actes. Et en fait, il y en a beaucoup qui parlent, mais il y en a beaucoup qui font rien. Et ça m'exaspère. Du coup, c'est pour ça que le harcèlement, par exemple, j'ai créé un signe pour lutter contre le harcèlement pour ceux qui n'arrivent pas à verbaliser. Ça, c'est faire, c'est pas parler. Ça, souvent, je dis, moi, je parle pas, je fais. Vous pouvez me critiquer, pas de souci. Mais moi, je parle pas, je fais. Et c'est ça le plus important, parce que ce qui reste à la fin, c'est ce qu'on fait. Alors, quel est ce signe? Alors, c'est un signe, c'est ce signe-là. Donc, c'est une croix. Donc, on croise les doigts pour dire stop, on veut plus de harcèlement. Et après, on met le pouce de manière horizontale. Et quand on le tourne, ça fait un V de victoire. Pour dire qu'on va y arriver quoi qu'il arrive. Ton message est terriblement positif. Quelle est une journée type avec Ophénia? Est-ce que tu pratiques est-ce que tu es sportive? Est-ce que tu fais attention à ton hygiène de vie? Est-ce que tu fais de la méditation? Est-ce que tu travailles sur la visualisation? Quelle est une journée type? J'ai eu aucune journée type. Toutes mes journées ne se ressemblent pas. Et je pense que c'est ce qui me plaît le plus. Mais après, oui, il y a quand même des choses qui reviennent. Je fais beaucoup de sport. J'aime énormément le sport. Bah, d'ailleurs, je suis ambassadrice des JO 2024. Mais ouais, par exemple, ce matin, je suis allée faire de la boxe. Ok. Voilà. Et justement, c'était pour une association qui luttait contre les violences conjugales. Tu es ambassadrice des JO 2024. Tu te rends compte, on a l'impression, on pressent que même la politique pourrait s'adresser ou venir à toi. Comment es-tu devenue ambassadrice? Qui t'a contacté? Alors, c'était le délégué interministériel de la jeunesse qui nous a contactés. Alors au début, je n'y croyais pas du tout. Je me suis dit, non, c'est fake, c'est sûr, 100%. Voilà, mon agent, il a dit, c'est pas fake. J'ai dit, ah ok, d'accord. Après, on a fini à Matignon, puis à l'Assemblée nationale. Donc tu es allée à Matignon et à l'Assemblée nationale. Ça, pour parler uniquement du harcèlement, c'est ça. Incroyable, incroyable. Jusqu'où tu vas aller? J'aimerais qu'il soit dans toutes les écoles. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui connaissent pas ce signe, ni qui connaissent les numéros d'ailleurs, hein. Et je pense que ça devrait être d'autant plus mis en avant. Il y a déjà des collèges, des lycées qui ont affiché le signe. Donc ça fait extrêmement plaisir. Tu Voilà. sors beaucoup? Alors moi, je sors pas du tout. Ah! Absolument pas. J'ai pas dans les boîtes, tout ça. Jamais été. Ça m'intéresse pas. Donc tu vas dans des événements où tu es pour la profession, pour ton travail, où Voilà, tu c'est ça. dois représenter et dans le cadre de tes contrats. Voilà. Alors pas des contrats, ça peut être des invitations, par exemple, à une avant-première ou quelque chose comme ça. Par exemple, hier, j'étais à une avant-première. C'était super d'ailleurs. Et après, je partageais avec ma Laquelle? communauté. Ça s'appelait Immaculée. Ah, C'était ouais. super. Ça fait peur, hein, mais voilà, en tout cas, j'ai bien aimé. Tu es invité partout. Ah, un petit peu, pas partout, mais peut-être bientôt partout. Tu aimes ta vie? Oui, j'aime beaucoup ma vie. J'aime énormément ma vie. Tu es plutôt matinale ou tu fais la grasse mat? Non, je suis très matinale. Je me lève très tôt. Je dors pas beaucoup non plus, hein. Mais c'est ça aussi. C'est pendant qu'il y en a qui dorment, moi je travaille. Combien de temps maximum tu arrives à pas regarder ton téléphone? Alors ça dépend pourquoi. Mais par exemple, là, j'avais déconnecté pendant 2 jours. 2 jours sans regarder ton Ouais. téléphone? Ouais, j'avais déconnecté. Après, là, j'avais vécu une vague de cyberharcèlement injustifié, hein. Il me disait des choses abominables. Il parlait de la mort d'un de mes proches. Non, non, c'est terrible. Moi, j'ai pas accepté. J'ai dit non, il y a des choses sur lesquelles on peut pas rigoler, qui sont sacrées. On parle pas de la mort d'un proche. Ça se fait pas. Est-ce que de voir des grandes célébrités du net comme Magali Berda qui a eu ses heures et ses années de succès qui finalement se retrouvent mises à terre, est-ce que c'est des choses qui te font peur? Pas du tout. Absolument pas, parce que je pense que si on fait les choses de manière malsaine, ah bah oui, effectivement, tu peux avoir peur. Mais si tu les fais avec le cœur, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Moi, je fais toujours les choses avec le cœur. Je me dis toujours, bah ça, si je devais le refaire, bah, je le referais, parce qu'en vrai, mon intention, c'était la même. Elle était bonne. Donc, j'ai pas de regrets, en fait. Ce que j'entends et ce que je ressens, c'est que tu es très instruite. C'est pour ça que tu as fait des études de psychologie et que tu essayes d'informer dans des messages plutôt intelligents.
Ouais. Ce que j'entends aussi, c'est que toute cette violence, ces cyberharcèlements, ces clashs à la Booba, finalement, parfois, c'est un manque de culture. Qu'est-ce que tu en penses? Mais je trouve ça juste dommage. En fait, je pense même pas que ces gens ils sont méchants. Je pense que c'est juste des gens malheureux. Mais vraiment, hein. C'est-à-dire que une personne capable d'aller écrire sous le commentaire d'une autre personne qui prend le temps de poser ses petits doigts sur le clavier pour écrire tu es gênante, enlève ta vidéo, mais comme si déjà ça allait changer quelque chose à sa vie et à la nôtre. Je trouve que c'est ridicule et c'est puéril. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Ophélie? Je dirais, le monde est compliqué, hein, faut s'accrocher. Mais je dirais, tu vas réaliser, tu vas aider beaucoup de gens et surtout, tu vas te réaliser toi-même. Donc, aie confiance en toi, n'écoute personne, n'écoute que toi et crois en tes rêves. Surtout, je dirais ça. Merci Ophélie pour ce beau moment Avec plaisir. et à très bientôt sur les réseaux sociaux alors. À bientôt. À bientôt.